rejoindre le micro et nous raconter ce que c'est que d'être l'éditeur de Chantal Delsol. Merci. Voilà. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers amis, chère Chantal, tout d'abord, en préambule, je voudrais véritablement associer deux confrères à l'intervention. La mémoire de Denis Tillina, qui nous a quittés trop tôt, et le souvenir du frère Renaud Escan, dominicain, qui est parti servir son nom à Rome. Mais tous les deux ont accompagné Chantal Delsol aussi dans la publication de son œuvre, ce qui explique d'ailleurs qu'ayant travaillé avec les deux, j'ai rencontré Chantal à la table ronde et je l'ai retrouvée aux éditions du Cerf. Alors, pour dire la vérité, monsieur le sieur, quand vous m'avez appelé pour me proposer ce sujet, vu que vous étiez une fois de plus le provocateur que je connais, en vous, parce que les relations entre les auteurs et les éditeurs, mon cher, sont couvertes par l'omerta. C'est ainsi, notre ami Pierre Nora dit par exemple combien l'éditeur est à la fois un psychologue, un confesseur, voire un notaire pour les auteurs, et qu'il est obligé au même secret professionnel. Alors évidemment, les éditeurs pensent que les auteurs parfois leur mènent la vie dure, parce que, évidemment, il y a cette inquiétude de la solitude de l'écriture, de se mettre à nu lorsqu'on remet le manuscrit, de la réception que va connaître le livre, etc. Et évidemment, pour eux, parfois, évidemment, l'auteur est un animal un peu bizarre, pas forcément la personne qui est l'auteur, avant de devenir l'auteur. De leur côté, les auteurs probablement pensent que les éditeurs se caractérisent par beaucoup d'inculture, par beaucoup d'inconstance et par beaucoup de vénalité, n'est-ce pas? Bon. Donc, je dirais que c'est déjà une forme de tandem un peu compliqué. D'autant plus compliqué que, évidemment, au moins tout le temps qu'il est avec le même éditeur, l'auteur se considère monogame, mais que l'éditeur, malheureusement, publie plusieurs auteurs et surtout dans une situation plutôt polygame, qui doit échouer. Eh bien, rien de tout ça avec Chantal Delsol. Je pense que le premier mot qui me vient, c'est que dans cette relation, elle est marquée par une extrême sobriété par rapport justement à ce qui se joue, parfois un peu d'émotionnel, de pulsionnel, avec les auteurs, parce que certainement le maître mot qui est derrière cette sobriété, c'est vérité. Le monde de l'édition, le monde du livre prête beaucoup au jeu du paraître, qui n'intéresse pas Chantal Delsol, ces jeux. Elle est dans l'être, elle manifeste une forme aristocratique, certes, mais quand même une forme de modestie, de la ponctualité, et aussi de l'intransigeance, parce que vous savez que les éditeurs, pour vendre quelques livres, sont prêts à jeter leurs auteurs dans les fosses des pires médiatisations. Donc Chantal, elle, je dirais, est aussi exigeante pour ses éditeurs qu'elle l'est pour elle-même. C'est une première chose, et donc déjà, on monte d'un cran dans l'exercice. Ensuite, c'est que sa vie éditoriale est multiple. Elle couvre des secteurs très différents, et évidemment, aujourd'hui, on va sur son œuvre philosophique, j'imagine, mais ce n'est pas la seule. Et je crois que ça aussi, c'est un point important, parce que il y a des auteurs qui sont formidables, mais qui, toute leur vie, écrivent un peu le même livre. Mais ce n'est vraiment pas le cas de Chantal Delsol. Alors, l'œuvre philosophique, vous la connaissez bien, très bien, vous qui êtes ici. Moi, je dirais qu'elle m'épate par véritablement, c'est le premier aspect que je retiendrai, un esprit de géométrie. C'est une œuvre conceptuelle, mais le concept chez Chantal Delsol, c'est aussi un style. C'est aussi un style qui s'apparente, et pour ça, Dominique, que vous avez invoqué, Jean Lafontaine, un peu au jardin à la française. Il y a un grand ordre, beaucoup de beauté dans ce style, mais un grand ordre. Et cette écriture qui rappelle celle, finalement, des fondations de la langue française, le grand siècle, cette écriture, elle est profonde, elle est acérée, elle
séduit par son apparente simplicité, elle est accessible, mais sans jargon. C'est l'anti-écriture par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en France, en philosophie et en sciences humaines, où très souvent, quand je reçois un manuscrit, par exemple, d'université ou de centre de recherche très à la mode, je me dis que la traduction en français de France va coûter très cher. Mais bon, à côté de cette œuvre, il y a une œuvre romanesque. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'il est très rare que les philosophes soient de bons romanciers. C'est très très rare parce que les philosophes sont très didactiques et ils pensent que les romans sont des lieux finalement de démonstration, des lieux qui font des romans à thèse, comme on le dit. Tout à fait l'inverse chez Chantal Delsol. Elle est surprenante, non seulement par sa capacité à écrire également des romans, mais à écrire des romans très variés. Très variés et qui sont de véritables romans, que ce soit des romans qui portent sur l'intimité, la filiation, l'adoption, comme l'enfanture, une traversée du siècle par des femmes, 4. Un roman qui raconte, pour le coup, la terreur et le totalitarisme, Matin rouge. Un autre qui décrit cette Amazonie bariolée, l'aventure scientifique comme un voyage initiatique, l'expédition de Janus, et puis un roman à paraître bientôt, Le paradis n'était pas au cerf, nous nous réjouissons. Cette œuvre, en plus, a une particularité, c'est qu'à l'occasion des rencontres et des amitiés, elle sait se faire duel. Ça aussi, c'est une grande difficulté, si on n'est pas inspiré, d'écrire avec quelqu'un d'autre, d'écrire à 80. Il y a plusieurs fois, Chantal Delsol a publié avec des gens aussi variés que le regretté Jean-François Mattei, comme Stéphane Lauzon, Martin Stéphane, mais aussi dans l'ordre du roman, avec Ilios Yannakakis, qui est lui aussi un des grands témoins de l'antitotalitarisme. Cette œuvre, qui sait se faire duel, elle sait aussi se faire collective avec la direction d'ouvrages assez monumentaux, qui portent généralement sur l'Est, ou la démocratie, avec, établie en collaboration avec Johanna Negretti ou Giulio De Ligio, par exemple, pour ne citer que, et qui représentent de véritables sommes, et qui, ces sommes introduisent aussi, peu connues ou mal connues en France, beaucoup de voix venues de l'Est, par exemple. Et là aussi, c'est encore une dimension, c'est que dans sa vie éditoriale, Chantal Delsol a aussi une œuvre contributive. Souvent, les auteurs sont très, très resserrés sur leurs propres intérêts. Elle manifeste une très grande générosité quand il s'agit par exemple, d'inciter un éditeur à republier l'un de ses maîtres, comme Julien Freund, ou des jeunes, puisque le Cerf a été le premier éditeur de la revue Limite, grâce à Chantal Delsol, qui nous a fait connaître ces jeunes écologistes. Et puis enfin, il y a l'œuvre éditorialiste, celle qui concerne les journaux, dont le Figaro, mais aussi l'Heure actuelle et autres. On voit qu'il n'y a pas un seul domaine que Chantal Delsol n'est pas, en quelque sorte, expérimentée, parce qu'elle n'est pas une écrivante, elle est un écrivain. Peut-être même a-t-elle esquissé des pièces de théâtre ou des recueils de poésie qui sont dans ses tiroirs. En tout cas, si elle l'avait fait, ça montrerait qu'elle a toute la palette française de l'écrivain. Avant même, je dirais, d'être une femme de pensée, c'est une femme d'écriture, une femme du livre. Alors, évidemment, qui plus est, loin de l'image, finalement, dans laquelle image a les idiots de tous bords, ceux de gauche évidemment, mais parfois aussi ceux de droite, voudraient l'enfermer. Elle a l'immense talent de ne jamais être exactement là où on l'attendrait, bien sûr, qu'elle est patriote, mais elle est aussi très européenne, bien sûr, qu'elle est, je dirais, chrétienne, mais aussi très critique, finalement.
de la religion, voire de l'Église, et donc, en tout cas, de la partie institutionnelle de l'Église. Et bien sûr qu'elle est démocrate, mais sans concession sur la question des libertés réelles. Et donc, c'est un peu ce talent prophétique qu'elle a tout récemment publié un livre qui a été un immense succès, La fin de la chrétienté, et je vous le jure, c'est pas un truc d'éditeur. Ce matin, quand je suis sorti de mon bureau pour venir vous voir, vous voyez, dans mon bureau, il y a une petite table où on met les dossiers, les choses qui arrivent, et voilà que c'est ce matin qu'est arrivée la traduction en italien, que je viens moi de recevoir. Ça a de l'allure en italien, la fine della cristianità e il ritorno del paganismo. Hein, ça claque encore plus qu'en français, évidemment. Et cette œuvre, évidemment, elle est traduite dans, je vais dire une bêtise, 15-20 langues. Enfin, je veux dire, pas que ce livre-là, je dis l'ensemble de l'œuvre, dont l'anglais, puisque Chantal Delsol est aussi une des rares philosophes, un des rares philosophes français, dont la réputation est établie aux États-Unis, ce qui compte. Donc, je conclurai en disant que, par-dessus tout, elle a illustré la place des femmes dans l'univers du livre, une place que les femmes ont dû gagner en France, il faut le dire aussi souvent, parce que la France aime peut-être les femmes, mais leur fait guère crédit d'intelligence. Chantal Delsol a déjoué cette idée reçue avec un immense brio. Notamment, on a évoqué Hannah Arendt, mais elle a dirigé aussi au CERF, il y a une dizaine d'années, un grand ouvrage collectif sur Simone Veil. Je pense que tout ça explique pourquoi il y a un honneur, comme je le disais, comme proposé en titre, à publier Chantal Delsol, mais c'est aussi pour moi une dette, parce que c'est ce genre d'écrivain, c'est ce genre de philosophe, c'est ce genre d'auteur qui donne sens à la vie d'un éditeur. Voilà, merci.